de respecter le temps. Donc, je tiens à remercier et féliciter Mbaye Thiam. Donc, on le connaît, c'est un garçon qui est très sérieux. Et l'adage dit que aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Donc, félicitations pour ta belle présentation. Donc, je suis heureux cet après-midi de vous parler de l'imagerie de la tuberculose du système nerveux central. Donc, on va essayer de suivre un plan classique de présentation. Nous verrons d'abord un chapitre introductif où nous allons définir la leçon, dégager les intérêts. Et tour à tour, nous verrons les rappels anatomiques utiles pour la compréhension de la leçon, d'aborder le chapitre des moyens d'exploration qui va nous permettre d'avoir des aspects en imagerie qui seront précédés d'une conclusion. Nous dirons que la tuberculose du système nerveux central regroupe les atteintes méningées et parenchymateuses au cours de l'infection par une mycobactérie, essentiellement le Mycobacterium tuberculosis. Il s'agit d'une forme rare qui représente 1% des cas de tuberculose et 10 à 15% des formes extra-pulmonaires. C'est une affection qui est grave parce que survient le plus souvent sur les sujets immunodéprimés, c'est ce qui explique une mortalité et une morbidité élevée. C'était une affection qui est prédominée au niveau des zones endémiques, surtout dans les populations qui ont un mode de vie, dans les populations défavorisées, mais on a noté une recrudescence dans les pays en voie de développement en raison de l'émergence du syndrome de déficience acquise. Le diagnostic de certitude repose sur l'isolement du Mycobacterium tuberculosis, qui est difficile parce que certains patients, pour isoler le Mycobacterium, il est quasi impossible. La culture qui permettait de poser des diagnostics à un faible rendement et aussi avec des attentes longues, c'est d'où l'importance de l'imagerie, notamment l'IRM, qui va nous permettre d'avoir un diagnostic précoce car les séquelles sont permanentes. Pour comprendre la physiopathologie, il est important de rappeler le système nerveux central. Le système nerveux central est constitué de l'encéphale et de la moelle épinière. L'encéphale qui présente à décrire deux hémisphères, l'hémisphère gauche et droite, qui est parcouru par des sillons. Et ces sillons sur lesquels vont se développer la majeure partie du temps les granulomes, mais également cette entité anatomique est entourée de membranes méningées. Vous conviendrez mieux avec moi, l'arachnoïde qui est richement vascularisé va être le siège électif des tuberculomes. Et la physiopathologie est aussi importante parce qu'en fonction de la physiopathologie, on verra les aspects qui vont découler du siège des foyers de tuberculome. Donc l'atteinte peut se faire soit par la voie hématogène et ou par contiguïté, qui est une forme qui est très rare, au contact d'un foyer sinusien. Donc les bactéries vont se regrouper notamment au niveau des régions qui sont richement vascularisées, essentiellement la membrane piale, sous-piale, sous-épendulaire ou au niveau des méninges. Et au cours de l'évolution, ces foyers, encore appelés les foyers de riches, vont se rompre. Et en se rompant, donc, ces foyers, les mycobactéries vont être déversées dans l'espace sous-arachnoïdien et être à l'origine de la méningite tuberculeuse. Et parfois, il peut s'agir, lorsque la localisation est parenchymateuse, au début, on a un édème, c'est-à-dire qui va réaliser un aspect d'une atteinte parenchymateuse qui est non spécifique, qui peut être isolée ou s'associer à une atteinte méningée. La survenue des tuberculomes est le plus souvent secondaire à des foyers cérébrites et ou secondaire à une diffusion de ces foyers microbiens au niveau des espaces périvasculaires à partir d'une méningite. Et c'est
différentes atteintes vont avoir des manifestations clinico-biologiques, à savoir la clinique, le patient va présenter un syndrome méningé fébrile, des fois un tableau de paralysie des nerfs crâniens, et une hypertension intracrânienne peut être retrouvée, qui peut s'associer ou pas à un déficit neurologique qui est focal. Et à la biologie, les tests tuberculiniques ou le gène expert sont positifs et la ponction du liquide cérébro-spinal va permettre de retrouver une hyperlymphocytose, une hyperglycorachie, une hypoglycorachie, une hyperproteinurachie et une hypoglycorachie. Et la PCR du liquide cérébro-spinal permet de poser le diagnostic. Ces différentes atteintes vont avoir des manifestations cliniques et devant ces manifestations cliniques, une imagerie est nécessaire et va nous permettre d'avoir des signes directs. Il s'agit essentiellement de l'imagerie par résonance magnétique. Donc, elle a l'avantage d'avoir une excellente résolution en contraste et d'autre part, il s'agit d'une technique qui est non irradiante parce que son principe repose sur les propriétés gyromagnétiques du proton H+. Sa haute résolution va nous permettre une étude exhaustive du système nerveux central. Parfois, à l'absence de l'atomodensitométrie, on peut donc le protocole va consister ici à réaliser des séquences axiales en T1, T2 flair, et parfois une diffusion qui est importante et les séquences de susceptibilité magnétique qui vont nous permettre des fois de mettre en évidence les granulomes qui sont les granulomes anciens. Et une séquence T1 avec l'injection de gadolinium pourra être réalisée dans les 3 points de l'espace. On réalisera les dans les 3 points de l'espace. Et la spectroscopie est une technique très indispensable car elle va nous permettre de mieux caractériser les granulomes et également nous permettre de faire le diagnostic différentiel avec les autres pathologies. Et en cas de suspicion d'une atteinte, c'est-à-dire une complication vasculaire, on réalisera l'angiographie. En l'absence de l'IRM, on peut réaliser la tomodensitométrie et après on va réaliser les tomodensitométries et on va réaliser des acquisitions sans et avec injection de produits de contraste. C'est une technique qui est très performante dans la recherche de la localisation méningée mais également dans la recherche des calcifications. Ces techniques vont nous permettre d'avoir des signes directs et indirects et vous conviendrez avec moi que la tuberculose du système nerveux central est caractérisée par un polymorphisme clinique. Ainsi, nous aborderons tour à tour les aspects cérébro-méningés et les aspects spinales. D'abord, les aspects cérébro-méningés, l'atteinte des méninges, où nous avons une atteinte leptoméningée qui est la forme la plus fréquente de la tuberculose du système nerveux central. C'est une atteinte qui peut être isolée et parfois elle est greffée de complications. Et le patient va se présenter sous forme de signes d'irritation méningée et l'IRM va nous permettre de rechercher un épaississement leptoméningé et cet épaississement peut le plus souvent être diffus et il faudra rechercher cet épaississement au niveau des citernes basales, à savoir la citerne périmésocéphalique, interpédonculaire, prépontine et supracellaire et également le long des fissures sylviennes. Il y a certaines régions qui nécessitent une attention particulière, à savoir la face inféromédiale des lobes frontaux et la face inféromédiale des lobes temporaux. Et l'étude se poursuivra notamment au niveau du plancher du 3e ventricule. Et là, nous vous montrons aussi une tuberculose, une forme méningée avec un épaississement qui est diffus des stènes de la base et des stènes pédonculaires qui sont rehaussés de façon intense après injection de produits de contraste.
Et cette forme, comme je l'avais dit, la tomodensitométrie aussi est performante car peut permettre de poser le diagnostic en mettant en évidence un rehaussement qui est intense après l'injection de contraste au niveau des régions leptoméningées. Et cette atteinte peut soit continuer ou bien s'étendre jusqu'au niveau de la pachyméninge. Il s'agit d'une forme qui est rare et que l'IRM permet de poser le diagnostic. Et il y a une séquence qui est fondamentale, c'est la séquence FLAIR qui permet une étude exhaustive de la dure mère. Et au cours de l'atteinte de cette dure mère, on aura un épaississement qui peut être focal et parfois diffus. Donc ici, un patient qui présente une atteinte pachyméningée sur les séquences, sur les courbes axiales et reconstruction parasagittale et de coronale. Après l'injection de contraste, on retrouve un épaississement qui est diffus de la pachyméninge, bien individualisé sur les séquences, les courbes coronales. L'atteinte parenchymenteuse peut faire suite soit à une atteinte méningée, parfois l'atteinte peut être isolée. Ici, les aspects radiologiques sont divers et variés. Et là, nous mettrons l'accent sur le tuberculum, la cérébrie, l'abcès et l'encéphalopathie. Les tuberculums peuvent siéger en fonction de l'âge. C'est l'adulte le plus souvent. Il faut rechercher ces tuberculums au niveau de l'étage supratentoriel. Et ce sont des lésions qui ont une prédilection. Ces lésions vont siéger préférentiellement au niveau de la jonction substance grise, substance blanche, mais également au niveau des espaces périvasculaires de Virchow. Quand l'atteinte est diffuse, donc l'expansion de ces lésions peut se faire au niveau de l'étage infratemporel qui le plus souvent est retrouvé chez l'enfant. Donc on retrouvera des tuberculums au niveau du tronc cérébral, des hémisphères cérébelleux, les citernes basales et du système ventriculaire. Il y a un aspect qui est typique. Lorsque ces tuberculums vont tendre à la coalescence, ils vont réaliser un aspect en grappe de raisin. Et là, cette forme peut être aussi bien diagnostiquée facilement à l'IRM qu'au scanner. Et ces tuberculums vont avoir un stade évolutif qui est bien détaillé à l'IRM. Ici, nous avons d'abord le granulome qui est non caséeux. Le granulome non caséeux est caractérisé par son aspect hypo-T1 et hypo-T2, mais après injection, ce sont des nodules qui vont se rehausser de façon homogène. Il n'y a pas un œdème périlésionnel. Au granulome caséeux, également, nous avons un aspect iso et hypo-T1 et T2, avec la particularité ici, la paroi a un franc hyposignal en T2. Et on peut retrouver une plage d'œdème avec un rehaussement qui est annulaire. Et la forme caséiforme avec une liquéfaction, cette forme, des fois, va porter l'échange avec les abscisses. Donc, classiquement, la lésion va présenter un centre qui est en hypersignal T2, hyposignal T1 et une paroi qui est en hyposignal franc T2. Et il existe ici un édème périlésionnel. À l'ADC, donc on aura la division, on aura un ADC qui est bas. Et dans la forme utile, c'est-à-dire quand le patient va guérir de sa tuberculose, on aura la forme calcifiée. Et cette forme, sur les séquences T1 et T2, parfois il est difficile de mettre en évidence, mais ce sont les séquences de susceptibilité magnétique qui vont nous permettre de mettre en évidence ces aspects. Et devant le rehaussement annulaire, il est important ici d'éliminer le diagnostic que je pense que vous connaissez tous, c'est le magique docteur. Donc ici, un patient qui présente un granulome caséiforme liquéfié, vous avez ici une lésion qui est arrondie, qui présente une paroi qui est en hyposignal franc T2, un centre qui est en hypersignal, et cette lésion est entourée d'un œdème qui est périlésionnel, qui est en hypersignal T2. Après injection de contraste, ici nous avons plusieurs granulomes
avec une prise de contraste périphérique, le centre étant en hyposignal. Le granulome peut se présenter ici sous forme d'une formation qui est ovalaire. Après l'injection de contraste, on a un rehaussement qui est annulaire, franc. Et le plus souvent, je vous ai dit que cette forme peut s'associer à une méningite tuberculeuse. Et ici, on retrouve aisément un épaississement qui est diffus des vallées sylviennes qui sont rehaussées de façon intense après l'injection de contraste. Et l'aspect classique en grappe de raisin qui est bien individualisé ici. Il s'agit de conglomérats de tuberculum qui sont en fait plus ou moins qui sont coalescents et vont réaliser au maximum une masse. Et ici, toujours, la disposition est entre la substance grise et la substance blanche, et parfois c'est au niveau des espaces sous-arachnoïdiens. Donc l'atteinte peut être solitaire, peut être multiple, et lorsqu'elle est multiple, elle peut réaliser ce qu'on appelle la forme miliaire. Et cette forme miliaire, le plus souvent, ce sont des petits granules non caséeux, de petite taille, qui peuvent être diffus. Surtout chez l'enfant, on va les rechercher au niveau de l'étage infratentoriel et chez l'adulte au niveau de l'étage supratentoriel. Et ces lésions ont une topographie qui est précise. Elles siègent préférentiellement au niveau des jonctions de la substance grise et la substance blanche. Donc il faut rechercher ces lésions au niveau de ces zones de jonction. Et en fonction du stade évolutif, vous allez avoir soit un rehaussement qui est homogène de ces lésions et parfois un rehaussement qui est annulaire en fonction du stade évolutif. À côté de ces formes de tuberculum, cette forme peut évoluer vers la cérébrite, qui est le plus souvent isolée et peut survenir chez un sujet qui avait déjà présenté une méningite. Et c'est une forme qui n'est pas habituelle. Et sur l'imagerie, on va retrouver une plage qui est hypothéon, qui est un hyposignal théon, hypersignal T2 avec à la flaire un hypersignal. Et l'hypersignal, le plus souvent, ces lésions ont tendance à épargner le cortex. Et après l'injection de contraste, c'est un foyer qui n'est pas nécrosé, donc en l'espace de ce foyer, il n'y aura pas une prise de contraste. Mais par contre, cette forme s'associant le plus souvent avec le méningite, vous allez avoir un épaississement giral en doigt de gant en regard du foyer de cérébrite. Si l'évolution est favorable, donc le patient peut guérir, mais dans le cas contraire, cette cérébrite va évoluer vers l'absédation. Et l'abcès soit peut se voir au décours du cérébrite, mais parfois peut se voir au décours d'un granulome casifié qui est liquéfié. Et là, elle survient le plus souvent chez les sujets immunodéprimés. Et les éléments du diagnostic, il s'agit essentiellement d'une lésion qui a en fait un diamètre de plus de 3 cm le plus souvent, et qui va présenter un important œdème périlésionnel qui peut même être à l'origine d'un effet de masse. Aussi, dans certaines situations, on va voir un aspect qui est multiloculé, hypo-intense en T1 et hyper-intense hétérogène en T2. Mais ce qui est important ici, c'est l'aspect de la paroi qui est fine et régulière, iso-intense en T1 et hypo-intense en T2. Et à la diffusion, on a une restriction, d'abord une lésion qui est restrictive avec un ADC qui est bas, et parfois pour faire le diagnostic différentiel entre un abcès tuberculeux et un abcès apiogène. Donc là, la spectroscopie est de l'apport capital, car la spectroscopie va nous permettre de mettre en évidence un pic de lipides. Par contre, dans l'abcès apiogène, on aura un pic de lactate. Et en plus, un élément différentiel, c'est l'aspect de la paroi à la séquence de 2. Ici, nous avons une lésion qui siège au niveau temporal, qui est iso même hyper signal hétérogène. Après injection, on a une prise de contraste qui est périphérique, irrégulière, anfractueuse, et à la diffusion, ici, on a une restriction qui est hétérogène,
La spectroscopie met en évidence un pic de lipides. L'abcès aussi. On peut poser le diagnostic d'abcès tuberculeux au scanner, qui va mettre en évidence une formation qui est arrondie, spontanément hypodense, et qui, après injection de produits de contraste, va présenter un rehaussement qui est annulaire et associé à un important œdème lésionnel. Et cet œdème peut être à l'origine d'un effet de masse avec un engagement sous-factoriel. À côté de ces formes, nous avons l'encéphalopathie qui survient le plus souvent, c'est le subdivision. Il s'agit d'une forme dont le pronostic est sombre. Et l'imagerie permettra de mettre en évidence un œdème qui est diffus en hyposignal et en hypersignal et qui siège essentiellement au niveau de la substance blanche. Et après injection, on a un rehaussement hétérogène diffus. Les atteintes cérébroméningées, nous avons les atteintes spinales qui peuvent être concomitantes à l'atteinte cérébro-méningée et diarrhée permettra de mettre en évidence un épaississement qui est diffus, régulier et parfois nodulaire des leptoméninges et qui peuvent s'associer à une localisation en intramédulaire dont l'aspect sera fonction du stade évolutif. Et sur la coupe axiale, on voit ici un rehaussement qui est intense de la méninge, de la leptoméninge. À côté de ces principales formes, on peut retrouver des complications. Essentiellement, nous avons l'hydrocéphalie qui est la complication la plus fréquente parce que l'infection va entraîner un feutrage des plexus choroïdes et ce feutrage va empêcher la résorption du LCR et sera à l'origine d'une hydrocéphalie. Et cette hydrocéphalie peut s'associer à une ventriculite mais également à une plexite choroïdienne. L'atteinte vasculaire et les complications vasculaires peuvent se voir à type d'ischémie et ou d'infarctus, mais également de thrombose. L'atteinte également des nerfs crâniens peut être retrouvée. Et là, nous vous montrons ici une hydrocéphalie qui est active, triventriculaire, avec une résorption transépandymère mais individualisée au niveau des séquences T2. Et après, également, on a une type de complication, un type de thrombose du sinus latéral. En conclusion, dire que la tuberculose du système nerveux central est caractérisée par un polymorphisme clinico-radiologique et le diagnostic de certitude parfois difficile, et c'est d'où l'importance de l'imagerie, notamment l'imagerie par résonance magnétique qui va permettre d'établir un diagnostic précoce, et ceci est particulièrement important compte tenu de l'incidence élevée des séquelles neurologiques permanentes chez les sujets dont la prise en